Voilà, bonjour tout le monde. J'espère bien que vous allez encore une fois bien. Nous continuons avec notre vidéo. Prochainement, la fois passée, on nous avons eu à parler de NumPy et de quelques approches statistiques, mathématiques que nous pouvons utiliser, là, de fonctions. Nous avons pu voir c'est que la programmation classique nous amène à créer plusieurs boucles et à parcourir des listes, alors qu'avec NumPy, c'est tellement facile, nous le faisons sans pourtant parcourir aucune boucle et il suffit juste de faire appel à des fonctions, des librairies qui sont déjà créées et ça nous facilite la vie. Alors aujourd'hui, j'ai prévu que nous puissions parler un peu de l'exploration de données comme nous avons l'habitude de le faire. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous utilisons toujours NumPy, import NumPy as SP, as NP. C'est ça toujours notre, jusqu'à présent, la librairie que nous utilisons jusqu'alors. Jusqu'alors, c'est la librairie que nous utilisons et ça nous arrange. On n'a aucun problème. Alors, nous voulons importer les données. Si vous souvenez, je vous avais expliqué comment importer les données en établissant le lien. Voilà, ici, je vous avais montré comment. Ici, on avait fait ouvrir les données. Ça va? On avait fait l'ouverture de données. C'est-à-dire qu'on avait créé une variable, on a dit open et puis nous avons donné le lien pour parcourir et puis pour lire les données là, c'est-à-dire ouvrir le fichier. Mais maintenant, ici, nous voulons faire les loads, c'est-à-dire charger les données. Et pour faire les loads des données, qu'est-ce qu'on fait? Donc, télécharger les données. Nous devons juste créer, nous créons une variable que j'appelle data. J'ai dit np.load load txt parce que mon fichier c'est un fichier texte. J'ai téléchargé un fichier ici que j'ai mis là. Ce sont des fichiers qu'on avait créés la fois passée quand on parlait de la partie fichier, la création des fichiers, la fermeture, l'ouverture d'un fichier, si vous vous rappelez encore bien. On avait créé ça la fois passée, voilà. J'espère que mes vidéos vous amusent et ainsi de suite. Et j'ai téléchargé le fichier ici que je vais essayer de disponibiliser avec vous. Je vais mettre le lien là où vous pouvez télécharger les vidéos dans la description. Je vais mettre ça dans la description et vous pouvez télécharger la vidéo. Alors dans cette vidéo ici, il y a quand même quelques éléments et quelques données qui sont données pour une étude qui a été faite. Je les ai prises comme ça. Nous allons passer à des données réelles, des données vraies au fur et à mesure que nous évoluons. Et je vais load ces fichiers ici. Je les récupérer parce que c'est un fichier comment on appelle ça, un fichier texte. J'avais dit que pour télécharger, il suffit juste d'aller là, d'ouvrir et puis de prendre le lien. De prendre le lien, j'ai dit, j'ai copié le lien ici. Je copie le lien, j'amène ça là. Je fais ça. Je peux juste renverser ou bien doubler pour avoir l'accès à mes données. Et puis encore ici, je prends le nom du fichier. Je vois déjà ce que c'est .txt. L'extension est là. Ça, c'est le lien dans lequel votre fichier se trouve. Ça, c'est le nom du fichier. Ici, c'est son extension. Alors, c'est très important de préciser toujours l'extension. Sinon, votre fichier risque de ne pas être lu.
j'ai mis point .txt, voilà. Et quand je dis, je viens ici, je vais maintenant appel à la variable créée, je dis data, ça m'affiche les données comme ça. Ça m'affiche les données comme ça. Et quand je dis point head, par exemple, on me dit que NumPy ne prend pas. Ok, ça c'est réservé aux pandas. Nous allons l'explorer au fur et à mesure que nous évoluons. Voilà, c'est un peu de cette manière ici que nous pouvons visualiser les données aussi très facilement. C'est-à-dire quoi? J'ai créé la variable. Après avoir créé la variable, je peux dire maintenant que non, je peux afficher mes données. Vraiment, les données ici, c'est comme si vous êtes face à une base de données. Comme si vous êtes face à une base de données pour laquelle vous manipulez avec SQL. Vous manipulez avec SQL et vous avez cette possibilité-là de l'explorer pour voir est-ce qu'il y a des données de telle année, est-ce qu'il y a des données de telle autre année. Je vais par exemple dire que non, dans data, si je dis, bon, je sais déjà que dans mes données, regardez, dans mon fichier ici, j'ai des colonnes. Il y a une colonne année, heure, links et puis carottes. Si je peux même copier ça comme ça, ne vous en faites pas, nous sommes encore au début. Vous aurez le temps où nous allons explorer tout ceci petit à petit pour que vous puissiez très bien comprendre. Je prends le nom de mes colonnes. Je prends les noms de mes colonnes comme ça. Je sais bien que ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Ça, c'est la troisième colonne. Et ça ici, c'est la quatrième colonne. Et du coup, quand je dis ceci, par exemple, je dis égal data. J'ai appelé ça data. J'ai dit data T. En réalité, ça, c'est une colonne. Bon, je vais quand même vous expliquer quelque chose que j'avais prévu. Je vais quand même vous expliquer quelque chose que j'avais prévu ici. Mon fichier en question. Voilà. Prenons quand même ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre. J'ai essayé de concevoir ces fichiers ici. Qu'est-ce qu'on attend par un dataset? J'aimerais que vous puissiez tirer vraiment attention. Un dataset, mathématiquement, ça se représente, ça s'écrit de cette manière ici. C'est-à-dire, ça c'est les data. C'est tout simplement le couple XI, YI, de I allant de 1 à N. Le couple XI, YI avec I allant de 1 à N. Pour XI à partir d'un R carré. Ça veut dire quoi? J'ai vraiment essayé de détailler chaque élément de cette formule-ci pour que vous puissiez comprendre. Les XI, c'est ce que nous appelons les data points. Les data points, c'est quoi? Ce sont des valeurs d'un individu. Par exemple, ici, ça, c'est un data point. Ça, c'est un data point. Ça, c'est un data point. XI que nous appelons là-bas, que j'appelle ici, attendez que Word montre carrément ici. XI que j'appelle ici XI, ici, en réalité, c'est X. Ça, par exemple, c'est X1, X2, ou bien X0, X2, X1, X2, X3. Alors, j'ai dit que c'est XI avec I allant de 1 à N. N, c'est quoi? N, c'est la dimension.
c'est-à-dire le nombre d'éléments que nous avons dans cette colonne ici, allant de 0 jusqu'à là. Les xi, i allant de 1 à n, donc i allant de 1 à n. Ça va? X, i allant de 1 à n, avec yi allant de 1 à n. Ça, c'est pour la classification. Je parle de la classification. Je sais bien que quand j'aborde ça présentement là, vous aurez du mal à comprendre, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Parce que dans le machine learning, nous avons l'apprentissage supervisé et non supervisé, puis nous avons le problème de classification et le problème de régression. Nous allons parler de ça plus tard. Alors, j'ai dit que xi doit appartenir dans RD, c'est-à-dire tous les éléments de i doivent appartenir dans RD. R, c'est l'ensemble des réels. Les D, c'est la dimension. Les D ici, c'est la dimension, c'est-à-dire le nombre de variables d'entrée. Le nombre de variables d'entrée. Ça, c'est une variable 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 d'entrée. 1, 2, 3. Donc ici, nous sommes dans R4. Ici, nous sommes dans R4. Si je peux l'écrire autrement, je peux dire que xi, yi avec i allant de 1 à n. N, c'est le nombre des individus pour xi appartenant dans R4. Et les xi, j'ai dit que c'est les data points. Yi, nous allons appeler ça les classes, les labels, variables cibles, c'est-à-dire bien target. Nous allons parler de ça plus tard dans les problèmes de classification. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et les y, ça, c'est ça. Ça doit aussi partir de 1 à n. Le nombre de x, ça doit être le nombre des y. Les n de x, ça doit être les n de y. Et les RD, comme j'ai dit, données réelles de dimension 2, c'est-à-dire D là, c'est le nombre de future ou bien des variables d'entrée. Et puis N, c'est le nombre de data points sur le future FI. Nous sommes où? Nous sommes là. Ça, c'est le future, c'est-à-dire la variable. Here, cette variable est ici. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, ainsi de suite. Alors, les N ici, c'est le nombre de dates, de données sur FI. Les FI, c'est quoi? Ça, c'est les FI. Cette colonne ici, c'est les FI. Le nombre de données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça N. Cet élément, c'est XI. J'aimerais que nous puissions très bien comprendre. Et quand les choses se présentent de cette manière ici, regardez, il y a deux manières de représenter un dataset. Soit mathématiquement de cette manière ici, soit mathématiquement de cette manière, je peux encore dire de cette manière, mathématiquement, soit de façon matricielle en fait. De façon matricielle. De façon matricielle, qu'est-ce qui se passe? J'ai future 1, future 2, future 3, les différentes variables. Et puis, j'ai ici les labels. Donc ça, c'est Y. Ça, c'est Y. Ça, c'est les grands X. C'est les grands X qui est constitué de plusieurs XI. Et ici, nous avons les futures, c'est-à-dire les D. Les D ici, qui sont là. Et ici, nous avons les XI. Et quand nous notons comme ça, généralement, les XI ici, en fait, nous les lisons par rapport à la colonne. Et si nous voulons prendre la colonne ici, les transposer en ligne, donc les changer en ligne, nous devons faire la transposer. Quand je dis, je vais noter par exemple les XIT, c'est-à-dire quoi? C'est les éléments de la colonne ici qui a été transposé en ligne. Ok? Qui a été transposé là en ligne. C'était comme ça, je les change comme ça. Alors, je reviens maintenant ici. Nous allons revenir dans cette explication-là. Quand je dis par exemple que prends-moi ça, et change-moi ça,
transpose-moi ça. Regardez, quand je suis là, quand j'ai dit print, j'ai dit print here, regardez ce qui va se passer. Il va, bon, il me l'a déjà transposé en fait en réalité. Il me transforme cette colonne qui est en colonne, il me l'a transposé en fait en ligne pour m'afficher les éléments de cette manière ici. Et j'ai aussi cette possibilité là par exemple d'explorer les données pour afficher par exemple une partie des données et sans pour autant afficher l'autre partie des données, comme nous l'avons montré avec des vecteurs avec Python. Si je vais par exemple afficher rien que les 2 dernières colonnes ou bien les 3 dernières colonnes, disons les 2 dernières colonnes, qu'est-ce que je peux faire? Il suffit seulement de déclarer par exemple, bon, j'ai dit que je déclare une variable, j'appelle ça data, cette fois-ci data 1. J'ai dit que data 1, ça va me prendre dans data, qu'est-ce qu'il va faire? Et je prends 2 points, et j'ai dit, tu vas me prendre ça à partir de 2 jusqu'à ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc il va me prendre juste les 2 dernières colonnes. C'est exactement ce que nous avons eu à faire avec Pandas, avec NumPy, en manipulant rien que des vecteurs simples et des matrices. Voilà. Donc, NumPy, il considère ça vraiment comme étant une matrice à n dimensions. Une matrice à n dimensions. Et toutes les opérations que j'avais dit, que je vous avais montré qu'il fallait faire avec NumPy dans l'autre partie, dans la première partie, nous pouvons maintenant les faire ici avec les données réelles, comme si nous étions en train de manipuler des simples vecteurs que nous-mêmes nous avons créés. Je pense bien que je me fais comprendre. Si vous avez des problèmes, des difficultés, vous pouvez toujours me faire signe. Comme je vous avais dit qu'il y a aussi cette possibilité-là, je vous avais demandé d'aller revoir sur les STD que nous appelons standard de déviation. Si par exemple j'ai dit data.std, j'ai dit tu me fais ça par rapport à la colonne. Rappelez-vous, je vous avais dit que la colonne à 6 égale 0, c'est par rapport à la colonne. Ça, en anglais, ça s'appelle sample standard deviation. C'est bien. Standard deviation. Standard de déviation, voilà. Et si vous n'avez pas pu trouver comment calculer ça, dites-moi, je vais vous montrer comment calculer standard de déviation, et très facilement. Je vous avais dit, vous pouvez calculer par exemple afficher les max d'un élément, les min d'un élément. Vous pouvez les faire très facilement. J'ai dit par exemple que np égale min. Je fais appel à quoi? À mes données, à la variable qui contient mes données. J'ai dit que non, renvoie-moi les minimums de mes données pour à 6 égale par exemple à 1.
égale à 1. C'est-à-dire quoi? Il va me parcourir tout ceci et il me renvoyer les minimums ou bien les maximums de chaque ligne. De chaque ligne. Et quand je l'exécute, voilà, il me donne ceci. Donc, il y a beaucoup des éléments que vous pouvez faire. De la même manière, si je veux aussi connaître, par exemple, les arcs, min, c'est-à-dire, rappelez-vous, je vous avais parlé de arc, c'est-à-dire ça vous renvoie les indices des minimums, les indices des éléments min pour chaque élément. Il me dit que c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Il m'affiche un peu les éléments de cette manière ici. Il m'affiche les éléments de cette manière ici. Et nous pouvons vraiment les manipuler comme bon nous semble en fait. Comme bon nous semble. Et jouer avec ça. Donc Pandas, ça vient nous compléter en fait. Ça nous complète ce que nous étions en train de manipuler déjà, ce que nous étions en train de faire avec le simple exécution. Comme je vous avais dit l'autre fois qu'on n'avait pas tout parlé de NumPy, il y avait la possibilité d'ajouter encore quelques éléments. Parce que j'aimerais quand même que nous puissions nous mettre d'accord par rapport à ça avant que nous puissions aller et faire autre chose. Ici, je vous ai parlé de transposer. Il transpose. Mais quand j'ai essayé de montrer ça au-dessus là-bas, je pense bien que beaucoup de gens n'ont pas très bien compris. Je vais créer quand même un tableau très simple qui va montrer en fait comment est-ce que les choses va. J'ai créé un time tout simplement où j'ai dit np.arrange comme ça. J'ai dit par exemple 0 je prends quoi 50 et puis je prends 5. J'ai dit 3 et puis 1 par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis tout simplement que crée-moi une matrice dont le valeur, la borne inférieure commence, la plus petite valeur sera 0, mais la plus grande valeur sera 50, bon, mettons même 10, sera 50, mais ceci, tu dois me les répliquer au moins 3 fois. Donc, la ligne là que tu vas créer, réplique-moi ça 3 fois. Ici, je crée une seule ligne, mais tu dois me les répliquer 3 fois. Du coup, je vais obtenir une matrice. Je vais obtenir une matrice. Quand je dis print, comme ça, je dis A. Quand je fais ça, voilà ce qui va se passer. Il va me générer cette ligne ici, mais il va me les générer 3 fois. Ok? Il va me les générer 3 fois. C'est-à-dire, il part de 0, il saute un pas de 10, il ajoute, il saute un pas de 10. Si j'avais mis ici par exemple 70, ma matrice allait continuer avec plusieurs colonnes pour aller jusqu'à 60. Donc c'est ce qui se passe. Mais sauf que je lui dis, génère-moi une matrice. Tu commences à partir de 0, tu t'arrêtes à 70 exclusive, hein. Je soulève, avec un pas de 10. Comme ça sera une seule ligne, tu vas me répliquer cette ligne-là 3 fois. Si je les modifie, si je mets 5,
Regardez, il va me les dupliquer 5 fois. C'est tout simplement ça. Donc ça, j'aimerais aussi que vous puissiez être très à l'aise avec ça, que vous puissiez comprendre vraiment Python dans ces astuces ici, parce que ça peut beaucoup vous aider là, dans la suite. Alors, si par exemple, je vais transposer cette matrice ici, qu'est-ce qui va se passer? La première colonne ici deviendra la première ligne. Cette colonne deviendra la deuxième ligne. Ça, la troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne et puis sixième ligne. Au lieu d'avoir une matrice de 5 lignes comme ça, et puis 1, 2, 0, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. J'aurai cette fois-ci une matrice de 7 lignes et puis 6 colonnes. C'est tout simplement ça. Et 5 colonnes plutôt. Alors, comment est-ce que je dois les faire? Bon, je peux même le continuer juste ici. Je vais juste... Je fais d'abord print pour séparer. Je vais imprimer ça comme ça. Après ça, maintenant, je dis que A égale à A point T. A égale à A point T, ce qui veut dire, je transpose ça, ou bien j'appelle ça B, et puis je dis print, je dis B. Regardez ce qui va se passer. Ah, ça doit être entre guillemets. Voilà, ça serait un peu comme ça. Ça, c'est juste une ligne pour séparer un peu, pour vous montrer la première matrice et la transposer de cette matrice-là. Voilà, c'est un peu ça, ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Pour transposer avec, NumPy, c'est que on fait juste appel à la fonction T. Cette fonction T là va me transposer la matrice pour me donner une autre matrice, quoi. Pour me donner une autre matrice qui sera vue, qui sera utilisée, et ainsi de suite, comme nous le souhaitons et comme nous le voulons réellement. Alors, il y a le problème de dimensionnement d'une matrice qui est très important. Regardez, quand je vous ai parlé ici, je vous dis que c'est un dataset de dimension D. Quand je vous dis qu'il y a 4 colonnes, c'est des dimensions 4. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on attend réellement par une dimension? J'avais introduit ça l'autre fois et je vous avais promis que je vais y revenir. Je vais parler de ça. Quand je rentre dans la dimension, c'est parce que nous voulons atterrir dans la visualisation. Et c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on attend par la dimension. Je crée un vecteur. Bon, nous pouvons créer avec array ou bien range. Ça ne dérange pas. Comme ça, nous savons déjà c'est quoi ces vecteurs ici. C'est quoi ces vecteurs? Nous les savons, n'est-ce pas? Voilà. C'est des 0 à 30, c'est-à-dire avec un pas de 10. Et avec ceci, je peux connaître maintenant la dimension. Si je dis ceci, je dis shape. Shape, ça me permet de connaître la dimension de ces vecteurs ici.
de ces vecteurs ici, on me dit que c'est quelque chose de dimension 1, tout simplement, ou bien c'est quelque chose à une seule dimension. Et je peux aussi faire ceci. Je dis par exemple que vecteur 2 égale tout simplement à vecteur 1. Je l'ai fait comme ça, j'ai dit NP pour ne pas répéter beaucoup de choses. Je fais ça ici, j'ai dit 2. J'ai dit vecteur 2. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ceci, il change ça en colonne. Ok? Il modifie ça juste en colonne. Et comme ça devient comme ça, ce n'est plus une matrice à une seule dimension. Quand je dis par exemple ceci, point shape, quand je dis point shape, regardez ce qu'il me donne. Ça me donne 4 et 1. C'est-à-dire c'est une matrice à 4 dimensions. Et une matrice à une seule dimension, mais avec plusieurs lignes, avec 4 lignes. Ça, c'est une matrice avec 4 valeurs, ok, avec 4 valeurs, mais sauf ça n'a pas de dimension. Ici, c'est une machine et une matrice plutôt à 2 dimensions, mais avec une seule valeur. Pourquoi je dis que c'est à 2 dimensions? Parce que ceci peut être représenté en fait en mode en graphe. Ça peut être représenté en graphe comme ça. Et ça, c'est très important de manipuler aussi les choses de cette manière ici. Et quand vous avez aussi un vecteur, vous avez cette possibilité là, par exemple. Ah, ça, je n'avais même pas. Est-ce que j'avais déjà parlé de ça? Bon, ici, on sait quand même si ça va marcher. Ce qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que je peux faire ici? Je fais ça. Bon, créons d'abord un truc. C'est genre ici. Je crée une matrice de ces genres ici. Ah oui, bon, parlons de ça quand même. Il y a cette possibilité là de combiner par exemple deux matrices. De combiner deux matrices. Mais avant de faire la combinaison, faisons la transposée. Prenons que vous avez ceci. J'ai dit vecteur 3.t. Regardez ce que ça va me donner. Ça me donne ça. Avant même, je copie ça. J'enlève pour que vous puissiez voir. Ça me donne ceci. Et puis quand je fais ça, ça me donne ça. C'est-à-dire, il me prend ce qui est ici, il me transpose la matrice en colonne
deuxième truc en colonne, et puis il m'affiche ça de cette manière. Quand je fais ça, je dis par exemple que le vecteur 3.shape, regardez la différence. Et ici, quand je dis ceci, si je dois mettre ça dans vecteur 4, puis je dis vecteur 4, ok, pas de souci. Ok, je fais ça comme ça. Est-ce que ça va prendre? Attendez que j'essaye. Ok, voilà. Quand je fais ça comme ça, regardez, vous voyez, ça me donne ici des lignes et 4 colonnes, alors qu'ici, c'est 4 lignes et 2 colonnes. C'est-à-dire quoi? La transposée change vraiment la chose en quelque sorte. Ça change la chose en quelque sorte. Et si je fais par exemple fusionner ces deux matrices ici pour avoir une seule matrice contenant toutes les valeurs, ça s'appelle le flatten. Le flatten, en fait, ça permet de faire quoi? De prendre plusieurs matrices, de les fusionner. Ça jouera un rôle très important dans la partie deep learning avec le traitement des images. Ça jouera un rôle très important quand nous allons arriver là-bas. Alors, ici, par exemple, si j'ai dit vecteur 3, vecteur 3, c'est juste une fonction. J'ai dit Ravel. C'est une fonction. Cette fonction ici, regardez, il va me prendre toutes les valeurs du premier vecteur et du deuxième vecteur. Il va me les fusionner. Pour me renvoyer un seul vecteur en fait. Pour me renvoyer un seul vecteur qui est très pratique, très important et très bien. Et je peux aussi même faire les flatten avec ça. Je dis comme ça là, je dis point Revel. C'est une fonction, j'ai oublié de parenthèse. Quand je fais ça, regardez, ça me renvoie maintenant 6, 25, 6, 4, 12, 3, 3 et 6, 5, 3. C'est-à-dire, je fais d'abord la transposée de la matrice et puis après ça, je fais maintenant le flatten pour voir un peu comment est-ce que la chose se présente, quoi. Alors ceci est très important aussi dans la pratique. C'est très important, c'est très pratique. Nous devons apprendre comment manipuler les données avec ça, comment je peux dire changer en fait les choses avec ça. Alors j'aimerais que nous puissions
revenir sur la partie dimension qu'on avait parlé, parce que la prochaine vidéo, ça va déjà nous amener vers la visualisation. Vers la visualisation. Et vous devez quand même de vous-même que vous puissiez lire pour essayer un peu d'approfondir et d'améliorer un peu ce qui concerne la dimensionnement. Et la dimensionnement ici, nous allons parler de ça, nous allons revenir sur ça avec l'étape de la visualisation. C'est par ici que j'aimerais clôturer cette vidéo, ça fait déjà 40 minutes. Prochainement, nous allons expliquer et puis nous allons passer dans ce que nous appelons la visualisation. Visualisation. La visualisation. La visualisation. Ça, c'est pour la séance prochaine. Je vous dis de vous porter très bien. Je vous souhaite vraiment un plein succès et un excellent apprentissage. Surtout, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de partager, de commenter. Et s'il y a des choses que nous n'avons pas pu aborder, avec plaisir, vous allez nous laisser un commentaire ou bien nous partager un lien. Nous allons apprendre pour enrichir nos vidéos. Sinon, je vous dis ciao, portez-vous bien.